direction tout de suite Molenbeek, considéré comme la base arrière des attentats de Paris de novembre 2015 et ceux de Bruxelles du mois de mars de l'année dernière. La commune bruxelloise tente de redorer son blason. Des projets culturels et des associations de quartier travaillent auprès des jeunes pour leur éviter de sombrer dans le djihad. On regarde. Après les attentats du 13 novembre, Molenbeek a été pointé du doigt. Plusieurs des djihadistes impliqués dans les attaques de Paris vivaient ici, comme les frères Abdeslam, ainsi que Mohamed Abrini et Abdelhamid Abaoud. Molenbeek est devenu pour beaucoup le terreau du djihadisme en Europe, un phénomène que les autorités molenbeekoises cherchent depuis à enrayer. Nous avons, depuis le début de l'année, contrôlé plus de 5000 logements à Molenbeek. Nous avons fermé depuis les 6 premiers mois de l'année près de 20 lieux. Donc moi, je n'ai eu aucune difficulté dans la mise en place du plan Canal après ces événements. Des lieux considérés comme liés au radicalisme. Ceci grâce au déploiement de 50 policiers supplémentaires, un ambitieux plan de lutte antiterroriste baptisé Plan Canal. Mais ici, les habitants payent toujours les frais de cette mauvaise réputation. On va dire, vous venez d'où? Molenbeek, ah, juste le mot ah, ça veut dire quelque chose, quoi, mais ils ne disent pas pourquoi. Même en France, quand tu dis Molenbeek, Molenbeek pour eux c'est terrorisme. Même si on veut partir de Molenbeek, aller dans une autre commune, on vous dit on venez de Molenbeek, hein, on va vous téléphoner, travail, on va vous téléphoner. Ils ne retéléphonent pas du tout, ça veut dire que vous êtes sur une liste noire. Un coup de projecteur qui a pourtant profité à plusieurs startups. Ça nous a ramené énormément de contacts et beaucoup d'implications de beaucoup d'acteurs privés. Avant, on n'entendait pas parler de Molenbeek, donc on était inconnus, ce qu'on faisait c'était inconnu. Maintenant, on a beaucoup plus d'attention. Et cette grande commune aux nombreux espaces verts peut miser sur son dynamisme pour faire taire les préjugés. Avec plus de 1500 associations, de nombreux centres sportifs et culturels et un nouveau musée consacré aux arts de la rue, ouvert en avril 2016. Le MIMA est venu s'installer au bon moment pour les Bruxellois qui attendaient vraiment d'avoir quelque chose de positif dans leur ville et le MIMA est sorti de terre un peu dans ce contexte. Alors que la Belgique reste sous la menace de nouveaux attentats, le plan Canal vient d'être étendu à cette autre commune de Bruxelles. Alors certes, sur le terrain, toutes les associations tentent de convaincre les jeunes de ne pas se laisser entraîner vers le djihad, mais l'autre défi des autorités est de s'inquiéter du retour de ceux qui sont allés rejoindre les zones de combat d'Irak ou de Syrie. Jonathan Serrero, bonjour. Julie, bonjour. Alors Jonathan, comment pouvoir faire cette mission ? Je dirais aujourd'hui que c'est le principal défi des gouvernants à travers le monde. Il y aurait aujourd'hui 25 000 ressortissants étrangers à avoir rejoint ces zones de combat d'Irak ou de Syrie. La plupart viennent de Tunisie ou du Maroc, mais sont originaires aussi du continent européen. On en compte même 3 000 environ. Et parmi ces 3 000 terroristes, 20-30% ont fait le choix de revenir vers leur pays d'origine. C'est le cas de 700 Français et d'environ 280 Allemands. 1 millier de personnes qui font peser un danger sécuritaire immédiat dans les deux plus grands pays de la zone Union européenne. Et pour cause, sur les zones de combat, ils ont été amenés à manier les armes, à manier aussi les explosifs. Autre problème posé par ce retour des djihadistes sur leur territoire, celui de voir ces derniers convaincre leur entourage de l'utilité de se rendre en Irak et en Syrie, et ce malgré les revers actuels à Raqqa ou à Mossoul encaissés par l'État islamique. Une situation qui inquiète au plus haut point les autorités européennes et notamment le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Mais ce qu'on a surtout fait ensemble, c'est convaincre aussi d'autres partenaires. Je crois que c'est très important qu'on se rende bien compte que l'impact, notamment de ces combattants étrangers, c'est un impact qui dépasse très largement le pays. Ils viennent d'un très grand nombre de pays à travers le monde. On en a dénombré des dizaines de milliers présents sur le terrain. Et aujourd'hui, grâce aux progrès que nous réalisons avec la coalition militaire en Irak et en Syrie, on voit que des villes sont regagnées, des provinces entières sont regagnées, mais il y a une inquiétude sur le retour plus important de ces
combattants étrangers vers nos pays. Alors Jonathan, on comprend la difficulté, on comprend aussi où est le danger. Comment les autorités comptent s'y prendre pour éviter justement que, de retour en Europe, eh bien, ces terroristes passent à l'acte? Eh bien, je dirais que la réponse est aussi bien sécuritaire que sanitaire. Pour prendre l'exemple de la France, le gouvernement a raffermi les condamnations infligées aujourd'hui aux personnes impliquées dans des activités terroristes, autrefois passibles de 10 années d'emprisonnement. Le fait de rejoindre l'État islamique ou toute autre organisation terroriste est désormais considéré comme un crime, condamné de 20 années à 30 années de réclusion. Les autorités entendent aussi impliquer les services médicaux. Et pour cause, beaucoup de djihadistes reviennent traumatisés des zones de conflit. Certains ont vu bien sûr la mort de très près. Ainsi, le ministère de la Famille en France préconise une évaluation systématique en milieu hospitalier et ensuite adapter au cas par cas ce dispositif de suivi en fonction des traumatismes liés donc au bombardement ou aux violences. Autre mesure préconisée par le gouvernement français, celui de couper le lien entre ces djihadistes et leurs enfants, car 76% de ces djihadistes sont aujourd'hui majeurs, des enfants qui seraient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. D'autres mesures sont en cours de réflexion du côté du gouvernement. Le président de la République, François Hollande, compte aussi sur la coopération internationale, notamment en matière de renseignement. On sait que c'est le point faible de l'Union européenne, pour parvenir donc à empêcher de voir ces djihadistes agir sur le sol français ou un peu partout dans le monde. On écoute tout de suite le président de la République. Nous aurons aussi à traiter la question du retour des combattants étrangers. Ceux qui, venus d'un bon nombre de pays, notamment européens et de France, pour mener un combat qui n'est pourtant pas le leur, mais qui se sont livrés à des exactions, qui ont emmené leurs familles, parfois de très jeunes enfants, devront faire en sorte que ces individus puissent être mis hors d'état de nuire, appréhendés s'ils reviennent, et ensuite que nous puissions engager la déradicalisation, notamment pour les enfants. Et l'Afrique est tout aussi concernée par cette lutte contre le terrorisme. Au Kenya, un professeur d'une école de commerce de Nairobi sensibilise ses élèves sur les dangers de la radicalisation. Plus de détails tout de suite. Ayoub Mohamoud enseigne le commerce et les études islamiques à Isli, dans la banlieue de Nairobi, un quartier considéré comme un terrain d'enrôlement pour les militants islamistes. Depuis 5 ans, ce professeur sensibilise ses élèves à la radicalisation. Nous devons faire comprendre à ces élèves l'idéologie de ces groupes extrémistes. Nous devons leur faire comprendre les conséquences de l'adhésion à ces groupes terroristes. Et c'est important pour eux de comprendre tout cela pour qu'ils puissent avoir confiance en eux et avoir une pensée critique. Et s'ils sont approchés par des groupes extrémistes, ils seront alors en mesure de rejeter leurs demandes. Le Kenya a été la cible de plusieurs attaques terroristes ces dernières années. En avril dernier, au moins 148 personnes sont mortes lorsque les insurgés Shebab ont pris d'assaut l'université de Garissa, ce même groupe qui a attaqué le centre commercial de Westgate en 2013 à Nairobi. Les élèves témoins de ces différents événements sont régulièrement approchés par des groupes terroristes. Les cours d'Ayoub leur permettent de sensibiliser leur entourage. Si je vois certains de mes amis ou certains de mes frères adhérer à leurs idées, je leur dis souvent ce que mon professeur nous a appris, ce que nos parents nous ont dit. Ce n'est pas quelque chose de bien, parce que tuer une personne, même le prophète lui-même n'a tué personne. Délivrer un message de tolérance, éduquer et donner un esprit critique aux élèves, c'est l'objectif du professeur Ayoub. Son travail de déradicalisation est salué par la Fondation Varkey, qui l'a nommé parmi 10 finalistes pour le Global Teacher Prize, un prix annuel d'un montant d'$1 million attribué à un professeur extraordinaire. L'argent est versé en plusieurs fois sur une période de 10 ans. En plus, le gagnant reçoit aussi des conseils financiers en raison du gros montant de la somme. Mais nous nous assurons, et cela fait partie des critères d'entrée, que tous les enseignants restent dans la profession pendant au moins 5 ans après l'attribution de la récompense. Ayoub Mohamoud est le seul finaliste africain. S'il gagne, il compte créer des bourses pour permettre à ses élèves d'accéder aux études supérieures. Le vainqueur du prix sera annoncé le 13 mars à Dubaï. Et on va parler des femmes avec vous, Julie Ebo, qui ne sont pas autorisées à combattre, en tous les cas, pour l'État islamique, mais pourtant, elles ont un rôle clé.
Oui, tout à fait Valérie, il ne faut pas sous-estimer le rôle des femmes djihadistes dans le terrorisme. Elles seraient près de 550 à rejoindre l'État islamique en Irak et en Syrie. Des femmes occidentales qui, une fois arrivées sur place, deviennent des épouses de djihadistes. Alors ces femmes ne sont pas uniquement cantonnées au rôle de mères au foyer et d'épouses. Elles jouent aussi un rôle central dans la stratégie mise en place par l'État islamique, puisque le rôle de rabatteurs sur les réseaux sociaux leur sont souvent confiés. Alors Twitter, Instagram, Facebook, on le sait, ce sont des outils puissants, très puissants de recrutement de jeunes djihadistes, et ces femmes très engagées, aussi violentes que leurs homologues masculins, eh bien, participent à la diffusion de leur idéologie en utilisant les réseaux sociaux comme outil de propagande. Erin Salzman, chercheuse à Londres, a décidé de suivre l'activité de ces femmes sur Internet, des femmes radicalisées. On l'écoute, elle nous raconte. Alors que leurs tweets paraissent très banals, comme ici une photo de pizza, il y a en fait un message sous-jacent de domesticité. Et en écrivant « les pizzas sont meilleures qu'à Pizza Hut », le message est clair, les conditions dans les territoires de l'État islamique sont meilleures que les conditions dans les pays occidentaux. En tout cas, on observe une hausse de radicalisation chez les femmes aussi. Julie, comment on explique ce phénomène ? Eh bien, en leur donnant un rôle actif, les femmes ont l'impression d'être émancipées. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre elles n'hésitent pas à se montrer, à se présenter comme des femmes fortes. Elles se moquent du stéréotype de la femme musulmane opprimée et vantent haut et fort leur nouveau djihad girl power. Donc, en offrant cette vision de femmes libres et en féminisant l'organisation terroriste, eh bien, Daesh développe sa propagande et sa campagne de recrutement. Et pour combattre cette radicalisation, eh bien, de nombreux chercheurs traquent les candidats au djihad sur Internet. Farouk Aftab, chargé de communication de la communauté musulmane Ahmadiyya, travaille de près avec les jeunes musulmans du Royaume-Uni et met un point d'honneur à garder le dialogue sur un islam ouvert. On écoute. Avec la montée de l'extrémisme et la radicalisation, nous avons travaillé avec des jeunes pour les inciter à communiquer, pour connaître leurs préoccupations et leur donner le vrai message de l'islam afin qu'ils comprennent bien ce qu'est leur religion et rester à l'écart des influences comme l'État islamique. Et depuis avril 2014, le gouvernement a mis en place un numéro vert pour lutter contre la radicalisation islamiste, un système qui a permis le signalement de plus de 4000 personnes, figurez-vous. Parmi ces appels, celui d'une grand-mère qui a pris son courage à deux mains pour composer le numéro et signaler le changement de comportement de sa petite fille. Son nom et celui de la petite fille ont été modifiés dans ce reportage par souci de discrétion. Regardez. Elle a longtemps hésité, mais il y a un an, Marie a composé le numéro vert de lutte contre la radicalisation. Depuis 2013, elle ne reconnaît plus sa petite fille de 23 ans. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est les sorties qui ne se faisaient plus, les vêtements qui avaient changé, la décoration de la chambre qui n'existait plus, les amis qui n'étaient plus les mêmes, et puis l'éloignement par rapport à la famille, elle ne venait plus. Et le voile. Alertée, la préfecture du Val-de-Marne l'a rapprochée de Michel Cherpillot. Son association accompagne notamment les familles du département confrontées à la radicalisation d'un proche. Elle lui a donné un conseil primordial concernant sa petite fille. Ne pas la culpabiliser, ne pas lui dire qu'elle est d'entrer dans un mouvement sectaire. Essayer de garder ce contact en lui parlant du passé, en lui parlant des choses agréables, en continuant à la voir le plus souvent possible. L'association Sophie suit une vingtaine de personnes dans le Val-de-Marne. Toutes ont dû s'armer de courage pour appeler le numéro vert. C'est extrêmement difficile parce qu'ils ont l'impression de commettre une délation. Je dénonce mon enfant à la police. Donc il faut qu'on leur explique que lorsque quelqu'un est en danger, il faut utiliser les outils qui peuvent les sauver. Depuis le lancement du numéro vert en avril 2014, plus de 4500 personnes ont été signalées via les préfectures ou la plateforme téléphonique. Alors comment expliquer qu'elle n'ait pas empêché le passage à l'acte des frères Kouachi, d'Amédi Koulibaly ou de Yassine Sali, le terroriste de l'Isère? Si elle avait été faite très en amont, elle aurait pu détecter ces personnes qui sont passées à l'acte. C'est aussi ça l'enjeu, c'est de ne pas laisser les personnes s'inscrire durablement. Regardez les personnes qui sont passées à l'acte, ça fait 10 ans qu'elles y sont. En signalant la radicalisation de sa petite fille dès les premiers indices, Marie espère avoir tout fait pour qu'elle ne parte pas.